Donc là, on se retrouve à l'espace lainerie, si je me reprends, fabrication. Alors là, c'est l'atelier de production du feutre. Donc dans cet atelier-là, on part de la matière première, elle a été juste lavée, la laine, elle a été cardée et maintenant elle va être feutrée. C'est un procédé à l'eau, donc c'est pour ça que les garçons travaillent sur une table, ils étalent la laine. Une fois qu'elle est étalée, ils appliquent de l'eau chaude, du savon, ils le frottent et ensuite ils vont faire passer l'ouvrage, une fois qu'il est enroulé, dans la machine, qui est une machine à feutrer qui a été conçue et inventée par nous, avec l'appui d'une équipe d'ingénieurs, d'élèves ingénieurs de l'Institut français de mécanique appliquée de Clermont. Et ils ont pu, comme ça, comme on le disait tout à l'heure, créer une machine qui nous permette d'avoir moins mal aux épaules, pardon, mais par contre, qui nécessite toujours les doigts des personnes, parce que le travail que fait Johan, là, une machine pourrait pas le faire. Ouais, on a toujours cette intervention humaine, voilà. Ouais. C'est primordial. Et une fois qu'on a, alors ça c'est le feutre un peu industriel. Sinon, on a Nadège derrière qui est en train de travailler, elle, le feutrage à la main. Donc là, on est sur le même procédé qu'avec la machine. C'est comme ça qu'on a commencé il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans même, à faire les premiers bérets. À la main, avec juste de l'eau chaude, du savon et très peu de matériel. Tu vois, un store, un rouleau. Ouais. Ça permet de faire un ouvrage. Et il faut quand même pas mal de temps. Il faut environ une heure et demie de travail pour arriver à faire un béret. C'est aussi pour ça qu'on est allé dans la mécanisation pour permettre d'amener des coûts abordables quand même à nos clients. Mais certaines choses doivent être faites à la main. Certaines choses ne peuvent pas être faites autrement, notamment voilà. Donc, certains produits qui demandent une technicité particulière. Il y a vraiment une recherche du détail, du travail là qui est à la perfection. Donc ce côté-là, effectivement. Surtout que là, on travaille pour des clients à nous. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, 50% de notre travail est fait pour d'autres personnes qui nous confient leur matière. Donc on n'a pas intérêt de faire n'importe quoi avec. Quand c'est notre matière, si on rate, c'est pas très grave. Mais quand c'est pas notre matière, on a intérêt de faire très attention. C'est pour ça que les salariés sont d'abord formés sur nos matières. Ils ont droit à l'erreur, on peut se tromper, mais c'est avec notre matière, donc ça craint pas, on perd un peu de laine, mais ça va, c'est notre boulot aussi de leur apprendre. Et ensuite, quand ils savent bien faire, ils se mettent à travailler pour les éleveurs, et c'est une prestation qui est vendue, économiquement, ça nous permet aussi de stabiliser, parce que on est un mélange en fait, on est à la fois une entreprise avec un chiffre d'affaires à produire, mais on est avant tout un format associatif pour aider les gens. Mais il faut garder les deux tendances. Nous sommes dans une nouvelle partie que je te laisse nous présenter, oui, puis on va voir le travail après. C'est vraiment l'atelier donc on était dans l'atelier de production, on est juste à côté de la machine à feutrer. Et dans cet atelier-là, c'est l'équipe de Virginie qui travaille et qui fait tout le travail préalable, c'est-à-dire le feutrage, machine, et puis une fois que le feutrage est fait en machine, il faut repasser les nappes, les calendrer, pour arriver à une épaisseur qui convienne à nos produits. Donc c'est le travail que fait Loïc là, avec donc une calandreuse, une machine à repasser, qui nous permet d'aplanir l'ouvrage et d'arriver ensuite à la bonne épaisseur en fonction des laines, en fonction des épaisseurs de laine, des densités, mais ça change vraiment, ça varie en fonction des races de moutons également. D'accord. Et savoir qu'on travaille des dizaines de races de moutons différents. Et ça peut être combien de passages pour arriver Ça peut être 3-4 passages. 3-4 passages. 4 passages. Quand elles sont en sorte de machine, il faut mettre au moins 4 passages. Et quand elles sont sèches, on met 3 passages. Et c'est un travail très minutieux en fait. Donc en plus. Oui, il y a un côté, il y a un peu de force à avoir parfois. Il faut gérer les deux. Un peu de force et puis aussi de la minutie pour être sûr de pas abîmer l'ouvrage, de ne pas le percer. Oui, parce que c'est là. Puis il y a une découverte matière. Il y a des choses qui se font à la main et l'expertise vient en le faisant, quoi. Tout n'est pas écrit dans un livre en fait. Ouais. Donc là, le produit à chaque passage prend une vraie valeur ajoutée. L'ensemble de tout ça va amener la valeur ajoutée nécessaire. Ouais. Une fois que cette nappe est finie, elle va être découpée et cousue dans l'atelier du bas. Mais parfois aussi, quand il y a trop de boulot, les collègues d'en haut font aussi du montage. Merci. Bon Pascal, là on se retrouve dans le musée. Tu vas nous faire une présentation rapide. Le musée, je crois, qui est construit par des bénévoles, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, on est dans la lainerie, donc on est à l'entrée de la lainerie.
Ça a été une volonté conjointe des membres du pôle laine et puis de bénévoles des ateliers de la Bruyère, et notamment du président Bruno Despales. On voulait permettre aux gens de voir un peu sauvegarder les patrimoines matériels et immatériels de la laine chez nous. C'est une des actions du pôle laine à sa création. Et donc l'idée a été de se dire, plutôt que de faire un musée figé, on va faire le musée qui tourne autour des ateliers. Donc on va passer pas très loin de l'atelier de feutrage. On a l'atelier de bonneterie qui est fermé actuellement, mais qui habituellement fonctionne. Et donc c'est un cheminement qui permet aux gens de découvrir toute l'histoire lainière du pays de Sogg, ouais. En passant par au début une explication sur la géographie et l'histoire du Gévaudan, les races de moutons, comment on tond le mouton, comment on lave la laine. On a une logique, toute la logique depuis le mouton, de la jusqu'au tonte produit fini. Jusqu'au produit fini. Et ensuite, dans la seconde partie du musée, on a la présentation des 3 entreprises on va dire emblématiques du pays de Sogg qui ont travaillé dans la laine à la fin du XXe siècle, à savoir la filature Laurent, bien entendu, la filature Boire et la bonnetterie Page. Et donc on passe à côté de l'atelier de feutrage que l'on peut voir et on peut interagir avec les producteurs. On passe à côté de l'atelier bonnetterie et ça permet d'avoir à la fois d'avoir un côté d'information, mais aussi un côté un peu ludique. Et cet espace muséal se visite soit en visite libre, soit en visite guidée. Alors les visites guidées sont sur réservation, mais les visites libres sont très ouvertes et on est ouvert toute l'année. On va retrouver des... Alors, question, c'est des machines qu'on peut retrouver encore ou c'est des anciennes machines? Il y a des choses, ce sont des anciennes machines. Il y a une sauvegarde de patrimoine, de matériel qui sont plus utilisés, mais il y en a d'autres qui fonctionnent encore. Notamment l'atelier de bonneterie qui fonctionne encore. Et puis on a fait des captations vidéo de différents intervenants. On a la chance aussi d'avoir une vidéo sur la dernière filature de la Loire, la filature de l'Estivareille. Donc les bénévoles ont vraiment bossé dessus, beaucoup dessus, à la fois sur rechercher les choses, mais pas que les produits, aussi les histoires, et de les remettre en médias pour que ça soit appréciable, on va dire, au XXIe siècle, quoi. Alors, on va retrouver aussi les différents, le tricotage, Oui, et à la fin du musée, on a une visite, un atelier d'exposition temporaire qui va changer cette année, puisque on était sur une expo de peinture avec des cadres en laine sur un personnage local, on peut dire, un Anglais qui s'appelait John Holker, qui a participé à la création de la filière laine en France. Et cette année, on va changer d'expo temporaire. Et cette année, ça va être une expo sur les tapis, des tapis en feutre et notamment des tapis d'Asie mineure, puisqu'il y a une grosse tradition de tapis en feutre en Asie mineure. Notamment, alors, quand je l'ai visité, il y avait aussi des grands couturiers, si je puis dire, sur lesquels il y avait des expos avec qui on a travaillé. On cite, oui, quelques couturiers parce qu'en fait, on a des entreprises, notamment l'entreprise Page, qui a travaillé pour des grands noms de la confection, de Vernois, Annie Blatt, voilà. De la seconde partie du XXe siècle.